Reprend. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que la web diffusion fonctionne? Oui, parfait. Alors, il n'y a aucun problème d'être en web diffusion, là. Alors, il y avait une demande ce matin de la part de Maître Laprise, un des procureurs de la SAC, pour faire une conférence de gestion. J'ai expliqué un peu dans le cadre d'une conférence, pas d'une conférence, mais dans le cadre d'une commission d'enquête, peut-être certaines difficultés, mais ce qui est clair, c'est qu'une simple conférence de gestion n'est pas à huis clos. Alors, huis clos, il faudrait que je l'ordonne, puis ça, je l'ai dit ce matin, huis clos, c'est effectivement, puis on donne généralement l'enseignement des tribunaux, c'est de donner la chance également aux médias d'adresser leur point de vue, parce que les médias représentent techniquement les personnes qui ne regardent pas, qui ne suivent pas les travaux de la commission, mais sont au courant de ce qui se passe là, à la commission d'enquête. Alors, ceci étant dit, j'ai reporté cet après-midi parce que, puis merci Maître Laprise, parce que vous m'avez évoqué que c'était par rapport à une rencontre qui avait lieu. Alors, ça m'a permis de réfléchir et je réfère les gens aux règles de pratique qu'on a adoptées. Le décret me le permet également, c'est-à-dire que la majorité des témoins qu'on fait entendre en commission d'enquête sont rencontrés de façon préalable, mais ça ne fait pas de la preuve. Ça fait juste choisir si on fait entendre des témoins en public, si le témoignage est pertinent, etc. Donc c'est ça. Et dans ces rencontres-là, bien évidemment, les personnes ont le droit d'être assistées par avocat. Ce matin, ce que Maître Laprise voulait m'adresser, c'était une problématique qui est résolue, là, mais qu'il y a eu lors d'une de ces rencontres préalables-là. Alors, ce que je lui ai dit, j'ai parlé au parti, là, je le dis, j'ai parlé au parti, à dire que quand ça ne regarde pas les auditions en tant que telles, là, ce qu'on met de façon privée, toute doléance ou commentaire, etc., qu'une partie qu'on rapporte qu'il y a eu un incident ou quoi que ce soit lors d'une rencontre préalable, bien, on adresse ça au procureur-chef. Okay? Qui va s'assurer de voir à ce que ces rencontres-là, pour toutes les parties, elles sont nécessaires alors qu'elles se déroulent le plus efficacement possible. Est-ce que j'ai tout dit, Maître Laprise, parce qu'on a eu cette conversation-là? Oui, effectivement. Merci. Parfait. Vous êtes satisfait? Oui, vous en êtes satisfait? Merci. Alors, pour moi, ça complète. Je ne sais pas si Maître Tremblay, vous vouliez dire quelque chose là-dessus. Oui, j'ajouterais évidemment que ce que vous avez dit, que ce n'est pas de la preuve qui va être tenue compte dans le rapport, donc d'autant plus que ça n'a pas besoin d'être en audience publique, c'est de l'intendant. Ce qui est clair, c'est, puis je le réitère, tout le factuel de cette enquête-là, pour que je puisse en tenir compte dans mon rapport, à moins qu'il y ait des pans comme à Charbonneau, il y avait eu un pan de non-publication, etc., là, pour des raisons d'intérêt public, là, mais je ne peux pas prendre des éléments de preuve qui n'ont pas été déposés officiellement quand on dépose avec des numéros de code, etc. Puis ça, c'est clair pour tout le monde, puis je veux que ça soit clair pour nous aussi, mais que ça soit pour un public plus large, là, pour le fonctionnement d'une commission d'enquête. Si vous me permettez, M. le commissaire, avant de poursuivre avec le témoin débuté ce matin, je suis ici pour informer là, que hier, le gouvernement du Québec a passé un décret, le décret 626-2025. Et vous m'excuserez la lecture, mais pour que ça soit clair pour tout le monde, donc c'est le décret du gouvernement du Québec concernant la levée dans le cadre du mandat de la commission d'enquête sur la gestion de la modernisation des systèmes informatiques de la Société de l'assurance automobile du Québec, du serment de confidentialité ou du devoir de discrétion de certaines personnes. Je n'en ferai pas la lecture. Le décret sera déposé sur notre plateforme, notre site Internet, mais je peux peut-être résumer ou paraphraser. Donc, nous avons demandé au gouvernement là, le pouvoir d'obtenir certains documents et poser toutes les questions aux fonctionnaires et aux ministres, incluant le personnel de cabinet, ainsi qu'aux anciens titulaires de telles fonctions, sans que soit soulevé le devoir de discrétion ou le secret gouvernemental. Hier, on a eu un exemple, là, on a pu s'en sortir, mais ça vise ce genre de situation-là. Et ça vise à la fois le premier ministre, le ministre des Transports et de la Mobilité durable, le ministre de la Cybersécurité et du Numérique,
le ministre des Finances, le ministre responsable de l'administration gouvernementale, la présidente du Conseil du Trésor, ainsi que les anciens titulaires de ces fonctions-là, qui sont liés par des serments de confidentialité qu'ils ont prêtés comme membres du Conseil exécutif devant le lieutenant-gouverneur du Québec lors de leur assermentation. Ça vise également le secrétaire général et le greffier du Conseil exécutif et le secrétaire du Conseil du Trésor, ainsi qu'évidemment que les anciens titulaires de telles fonctions qui sont également liés par un serment semblable. Et finalement, ça vise toute autre personne qui sont liées par un serment semblable ou qui ont un devoir de discrétion et ont eu connaissance de renseignements ou de documents protégés par le secret des délibérations du Conseil des ministres ou l'un de ses comités, évidemment dans l'exercice de leurs fonctions. On invoque au niveau du gouvernement l'intérêt public et le bon déroulement de nos travaux et qu'on souligne également que le consentement de chacun des premiers ministres de gouvernement précédents était nécessaire, ce qui explique le délai là, qui était, somme toute, très, très expéditif, là, parce qu'on a eu le Donc, décret. on remonte au 19 février 2012, c'est ça? Oui, on remonte le 19 septembre. 19 septembre. 19 septembre, parce que c'est l'entrée du gouvernement Marois, compte tenu que, selon toute vraisemblance, nos travaux n'iront pas avant cette date. Si c'est le cas, évidemment, j'ai eu des assurances qu'il y aurait une ouverture, mais ça évitait d'aller voir un gouvernement supplémentaire pour obtenir les autorisations. Et sensiblement, là, on ordonne, le décret ordonne à tous ces gens-là, ordonne qu'ils soient relevés de leurs différents serments. Donc, ça sera encore une fois déposé sur notre plateforme web pour ceux qui veulent la consulter. Et j'en ferai pas la lecture intégrale, mais j'ai sensiblement résumé le contenu de celui-ci. Donc, je remercie le gouvernement du Québec par l'entremise de ses procureurs pour leur célérité. Et ça va nous permettre, nous, donc, continuer d'avancer dans notre enquête pour essayer de remplir notre mandat de la meilleure façon possible. Tout à fait, aller au fond des choses. Merci. Donc, à moins qu'il y ait d'intervention de la part du procureur général, j'inviterai ma collègue, Maître Tremblay, à poursuivre l'interrogatoire de Mme Champoupaille. Merci. Parfait. Monsieur le commissaire, si vous me permettez, avant qu'on commence, je souhaite vous informer qu'il est possible que je doive quitter cet après-midi. Je préfère vous en informer tout de suite afin de ne pas interrompre le témoin en plein interrogatoire. C'est parfait. Je vais en prendre bonne note. Merci beaucoup de m'avoir dit. Merci, monsieur le commissaire. Merci. Donc, on reprend Mme Champoupaillé. Ça va bien? Oui. Oui, parfait. Est-ce que c'est sous le même serment, monsieur le commissaire? C'est sous le même serment. J'en profite pour faire un petit rappel aux gens de bien parler devant leur micro pour qu'on entende bien lors de l'enregistrement. Merci. C'est Vous serez prêt. Ça va? Alors, rebonjour, Madame Champoupaillé. On va poursuivre où on en était. On était rendu à l'appel d'offres et ce qui vous avait été verbalisé là, suite au résultat de cet appel d'offres. Je suis maintenant rendue à la conclusion du contrat. En fait, vous avez abordé un petit peu plus tôt la clause de partage de risque. Pouvez-vous nous indiquer les explications et votre compréhension que vous en avez fait de cette clause? Disons que pour moi, ce que je me souviens, il y avait une partie fixe de ce contrat, une portion 30%, là, c'était des coûts fixes là, qu'on ne pouvait pas avoir un impact sur le risque. Puis il y avait 50% du contrat qui pouvait faire l'objet d'un regard de risque. Disons, je ne sais peut-être pas le bon mot pour m'exprimer, mais disons que pour moi, ça m'interpellait parce que je me disais, si les coûts si ça dépasse, bien, le fournisseur aura à absorber sa portion dont il est responsable. Pour moi, ça c'était important. Comme je vous disais ce matin, moi, 450 millions, là, c'est beaucoup de sous pour les contribuables, puis pour moi. Puis je me disais,
il peut y avoir des dépassements, puis si il y a un partage en risque dans ça, c'est une bonne chose. Donc, ce que je comprends, c'est que au moment où on conclut le contrat, on vous dit, bon, maintenant, le montant sera de 470 millions. Alors, vous C'était, en tout cas, c'était peut-être 458 ou 70. Là, Mais on vous informe à Oui. ce moment-là qu'il y aura un montant qui est de cet ordre-là. Vous vous rappelez qu'on vous a dit que ce serait la somme à déverser aux fournisseurs? Oui, c'était le contrat pour l'Alliance qui comportait deux parties. Une partie pour le développement, puis une autre pour l'exécution, si on peut s'exprimer ainsi. Et donc, ce que je comprends, c'est que bon, le montant a augmenté, mais ce qui vous rassure, est-ce que votre perception elle est partagée au sein du CA que cette clause-là, s'il y a des dépassements de coûts, on est somme toute protégé? Je pense que oui, parce que c'était un élément important de ce contrat. Pour moi, C'est-à-dire, là, pour vous. pour moi, mais pour moi en tant que membre de conseil, et je pense que pour l'ensemble des membres du conseil, parce que c'est des décisions collectives, là, c'est de l'intelligence collective, tout ça, je pense que oui. Puis, est-ce qu'il y a eu des questions qui ont été posées par les membres justement pour s'en assurer de ça, de cette protection-là? Oui, parce que ce qu'on voulait savoir, qu'est-ce qui arrive si ça dépasse, qu'est-ce qui arrive dans une circonstance où c'est inférieur. On a identifié différentes situations qui pourraient arriver dans le contrat et on a demandé comment ça se traduisait dans les faits dans ce contrat-là. Et je veux bien comprendre votre compréhension à ce moment-là. Ma phrase est bizarre, là, mais en fait, je veux juste m'assurer que je comprends bien. Pour vous, la compréhension que vous aviez de cette clause de partage de risque-là, c'est que dans l'éventualité où il y avait dépassement des coûts, ben à ce moment-là, il y aurait une protection puisque ce serait le fournisseur qui assumerait ce dépassement-là pour une certaine portion? Pour une certaine portion. Parce que... Oui. Parfait. Est-ce qu'on vous a également parlé, vous dites qu'il y avait deux phases, qu'il y avait la portion... De deux volets. Exactement, à ce contrat-là. Est-ce que vous vous rappelez qu'il y avait des livraisons? Oui. Que c'était en 3 séquences, livraison 1, livraison 2, livraison 3. Est-ce que ça, vous vous rappelez de ça? Oui, il y avait la livraison 1 qui portait sur les services de finances, ressources humaines, les services de base qu'on retrouve dans les organisations. Il y avait la livraison 2 qui était pour les permis puis l'immatriculation et la livraison 3 qui portait davantage sur l'indemnisation. L'indemnisation. Est-ce qu'au fur et à mesure que le contrat s'exécute, vous avez des comptes rendus réguliers de l'évolution de ce contrat-là? Oui, on avait des comptes rendus, d'une part, de la présidente ou du président, là, mais c'était toujours, je pense qu'à ce moment-là, c'était la présidente du comité des technologies qui venait nous faire rapport. Et quand c'était, disons, parfois, ça demandait davantage d'explications ou c'était davantage complexe, la présentation était faite par M. Carl Malenfant, compte tenu que c'était plus complexe à expliquer aux membres du conseil d'administration pour qu'ils puissent bien saisir les enjeux. Quand vous parlez de plus complexe, est-ce que vous parlez que quand on était rendu à vous expliquer les enjeux plus technologiques? Oui. C'est ce que c'est de ça que vous voulez nous parler? Oui, absolument. Donc, vous vous entendiez directement par quelqu'un qui est spécialisé dans les technologies pour vous vulgariser les informations. Absolument. Avez-vous souvenir de comment se déroule la livraison 1? La livraison 1, à ce que je me souviens, ce fut une livraison qui s'est déroulée sans problème. Sans problème. Je pense même que ça rentrait quasi dans les coûts. C'était c'était une livraison sur laquelle on n'a pas eu... En tout cas, moi, je n'ai pas rien entendu qu'il y avait des problèmes avec celle-là. En ce qui concerne la livraison 2, comment ça se passe? Qu'est-ce qui vous est rapporté? Disons, la livraison 2, on a commencé possiblement à en parler en 2019-2020.
On a eu une présentation peut-être en 2020 où est-ce que c'est Madame Busque qui a fait la présentation ou Monsieur Karl Malenfant? Madame Busque, pour les fins de... Elle était adjointe, pas adjointe, mais vice-présidente adjointe aux technologies ou, mieux, je pense qu'à ce moment-là, elle ne portait peut-être pas ce nom-là, ce titre-là. Je pense qu'elle était responsable de CASA, mais sous Monsieur Malenfant. Mais le titre exact, là, c'est un ou l'autre. Et elle était venue nous faire une présentation. Et là, il y avait une sensibilité d'exprimer là, sur le déroulement, mais c'était... on venait de terminer la livraison 1, puis on amorçait la livraison 2. Il y a eu des... peut-être, comment je pourrais dire, une sonnette qui a été faite par Mme Busque lors d'une présentation. C'est peut-être je sais pas, à l'automne 2020, mais je peux pas... C'est quoi cette sonnette-là? Vous nous dites qu'il y a une sonnette. Que la livraison 2 était plus complexe qu'on ne l'escomptait. Et elle était plus complexe, pourquoi? Plus complexe, pourquoi? Je pense que ce qu'on nous rapportait, c'est que c'est... est-ce que permis, matriculation, ça requérait plus de personnel, plus de ressources pour réaliser qu'est-ce qui avait été prévu initialement? C'est ce que vous vous rappelez qui vous est rapporté? Oui. Et ça vous est rapporté au CA ou dans l'un des comités? Dans le cadre d'une réunion d'un CA, parce que moi, je ne participais pas au comité des technologies. Mais vous avez participé, par contre, au comité conjoint? Oui, au comité conjoint. Est-ce que ça a été identifié là? Possiblement que oui. OK. Et puis, est-ce que vous vous rappelez aussi qu'on vous faisait des tableaux avec des voyants verts, jaunes et rouges selon l'évolution? Et oui, et c'est des tableaux qui m'intéressaient beaucoup. Et des tableaux de bord, compte tenu de votre formation, vous aimez ça. J'aimais ça. Voilà. Et est-ce que vous vous rappelez, durant tout le moment où on est dans l'exécution de cette livraison 2-là, est-ce que vous vous rappelez, c'était quoi les voyants majoritairement? Est-ce qu'on était plus dans le vert, dans le jaune, dans le rouge? Qu'est-ce que vous vous souvenez? Disons que les voyants, pour les questions opérationnelles, ça variait entre orange et vert. L'exécution, là, mais tout ce qui avait trait à la main-d'œuvre, c'est-à-dire est-ce qu'on a les ressources humaines nécessaires pour réaliser le projet, c'était souvent dans le rouge. Et mais tout autant du côté de l'Alliance, des ressources de l'Alliance, que du côté des ressources de la société. Et ça, est-ce que cette situation-là a perduré longtemps? Bien, disons qu'à chaque fois on reposait des questions, c'était beaucoup lié à ce qu'on nous expliquait, à une pénurie de main-d'œuvre pour les personnes qui sont appelées à coder ou à travailler à l'exécution du logiciel SAP. Là. C'était vraiment relié à ça. Il y avait une pénurie de main-d'œuvre. Parce que il n'y avait pas grand monde qui était encore familier avec ce logiciel, mais d'autre part, il y avait une question aussi que ça se situait à Québec et que des fois les ressources étaient à Montréal, donc puis on se retrouvait dans une situation de pandémie. Donc tout ça combiné faisait en sorte que on revenait souvent avec des questions. Qu'est-ce que vous faites pour aller chercher la main-d'œuvre nécessaire? Et puis pour moi, l'une des grandes préoccupations, c'était aussi une grande partie des ressources de l'Alliance venait
venaient ou travaillaient en Inde, à ce que j'entendais. Et pour moi, si on veut avoir des bénéfices de l'implantation ou d'une modernisation semblable, il ne faut pas toujours compter sur la ressource extérieure. Il faut s'assurer d'un transfert de connaissances vers nos équipes à l'interne. Alors, pour moi, je posais souvent des questions. Comment est-ce qu'on voit à faire ce transfert-là puis à bâtir notre know-how personnel? Je vous des réponses. On me disait sur ça qu'on jumelait des gens qui venaient de l'externe avec l'interne. On attachait une importance à toujours faire en sorte que ce transfert d'expérience-là s'effectue. C'était les moyens dont il nous parlait. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez eu une présentation, vous vous rappelez plus si c'est M. Malenfant ou Mme Busque, là, au cours de, vous m'avez dit septembre 2020? À peu près, oui. Septembre 2020, est-ce que vous vous rappelez qu'on vous fait part d'une transaction qui sera effectuée entre le fournisseur, LGS, et la SAC? Est-ce que vous vous rappelez qu'il y a eu une discussion de ça? Oui, eh bien, je vais vous dire, moi, ce que j'entends de vous, puis vous me direz, c'est ça à quoi vous faites référence. Il y a eu un moment où il y a eu un dépassement de coûts important et la présidente a rencontré le président d'IBM du Canada ou des États-Unis, je ne sais pas, mais c'était un dépassement qui était suffisamment important pour justifier la venue de cette personne d'IBM. Et il y a eu une rencontre pour négocier comment on pouvait toujours entrevoir la réalisation du projet, puis à quel coût. Et est-ce qu'on vous dit c'est quoi ce dépassement-là? Que vous vous rappelez qu'on vous donne l'information sur l'ampleur de ce dépassement? Je me souviens pas du chiffre, mais je me souviens que je fus étonné. C'était pas 100 heures. Et puis, vous m'avez parlé un petit peu plus tôt de votre compréhension de la clause de partage de risque. Vous réagissez comment dans la mesure où je comprends que c'est plus partagé, il faut renégocier, il faut rediscuter pour s'entendre. Alors que selon votre compréhension de cette clause-là, on ne devrait pas, ce serait le fournisseur qui devrait assumer en partie. Oui. Comment vous réagissez? Sur ce, disons, pour moi, c'était, disons, il y a une partie qui se devait d'être absorbée par l'Alliance. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que la SAC n'était pas, mais c'est toujours ce qui se passe, la SAC n'était pas autant responsable de ces heures additionnelles qui n'avaient pas été prévues. La SAC était autant et n'était pas aussi responsable qu'IBM. Il y avait plus de tort du côté d'IBM que du côté de la SAC et que la négociation était très ardue compte tenu du poids d'IBM, puis aussi du fait que c'était le projet le plus important de modernisation au Québec, puis peut-être au Canada. Puis est-ce qu'au CA, encore là, compte tenu de votre compréhension de tout ça, est-ce qu'il y a des questions qui sont posées? Il y a beaucoup de questions parce que tous se demandaient pourquoi... Est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs? Est-ce qu'on aurait dû être informé plus rapidement? C'est quoi les origines? Quels seraient les impacts pour le futur? Qu'est-ce que ça avait comme implication, cette négociation-là? Mais... On vous répondait quoi? On vous répondait quoi? Mais ce qu'on nous répondait, c'est que tout était fait en sorte pour minimiser les impacts.
est-ce qu'on allait plus dans le détail? Parce que vous devez avaliser, vous, cette décision-là. Est-ce qu'on allait plus dans les détails? Sûrement qu'il y a eu des informations qui nous ont été transmises, qui nous ont, disons, qui nous ont assuré que ces dépassements ne mettraient pas en péril le projet dans son ensemble. Là. Ça venait nécessairement avec un coût additionnel. Absolument. Dans ce contexte-là, c'était quoi votre réaction? Parce que là, vous êtes déjà surprise d'un dépassement quand on arrive au contrat par rapport au chiffre original qui avait été mentionné. Là, on arrive encore à un dépassement additionnel. Vous réagissez comment à ce moment-là? Je pense que l'ensemble des membres du conseil d'administration partageaient mes étonnements, les préoccupations. Mais ce projet était tellement nécessaire pour la société qu'il fallait aller de l'avant dans une certaine mesure. Cette modernisation-là était essentielle pour assurer la pérennité de l'organisation. Donc, cet élément-là d'assurer la pérennité de l'organisation venait donner une explication d'une certaine façon ou invitait à accueillir ce dépassement qui se manifestait. Est-ce que je comprends bien en disant que la priorité au CA, c'était d'avoir un système qui, au bout du compte, allait être mis en place et qui allait être fonctionnel selon ce qui avait été imaginé au départ? Et si ça impliquait un dépassement de coûts, ben on allait l'assumer. Mais pas à n'importe quel prix, pourvu que le fournisseur en assume aussi sa partie. Et dans ce qui vous a été expliqué, quelle était la part que le fournisseur assumait? Qu'est-ce qui vous est expliqué là-dessus? Parce que je comprends que c'est dans vos questionnements. Là. Qu'est-ce qu'on vous dit là-dessus? Sur ça, c'est... je me sens malheureuse de vous le dire, mais c'était une entente confidentielle entre le fournisseur et la direction. La direction, là. Moi, je n'ai jamais entendu... Je sais qu'il y a eu conclusion suite au travail pas d'un conciliateur ou d'un médiateur. D'un médiateur. Je sais qu'il y a eu une conclusion. Cette conclusion, la présidente directrice générale disait qu'elle en était satisfaite suite à la négociation, que ce n'était pas à la hauteur de ce qu'elle souhaitait, mais qu'elle était satisfaite compte tenu de l'importance de ce projet pour la survie de la SAC, la modernisation. Est-ce que je dois comprendre de ce que vous nous dites qu'on vous a dit que les paramètres de la transaction étaient confidentiels, même pour les membres du CA? Pour moi, j'ai entendu confidentiel. Donc, est-ce que je dois comprendre qu'on a limité les informations qu'on vous transmettait parce que c'était un contrat confidentiel? Moi, j'ai retenu ça. Il faudrait que vous le vérifiez. C'est clair qu'on va le demander, madame. C'est clair qu'on va le demander. Oui, parce que pour moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. C'est comme ça que je l'ai interprété, mais peut-être que, force de question, il y a d'autres choses qui ont été avancées. Mais moi, je me souviens de cette période et d'une certaine je
je pensais à tous ceux qu'on et celles qu'on représente, puis je me posais des questions. Mais peut-être que mais je souhaiterais que vous le vérifiez auprès des autres membres du conseil, parce que c'est une décision qui a été collective. Peut-être que ça a été dit ou il y a d'autres éléments qui sont venus rassurer. Mais moi, je pensais toujours à cette pérennité de l'organisation et ainsi qu'au fait que ça soit que cette conciliation-là soit la meilleure possible. Et je vous dirais, dans ma tête, la SAAQ devait en bénéficier beaucoup plus, mais Je comprends donc que vous avez... Je veux juste pas mettre, Oui. parce que moi c'est important, là. Oui. Je veux juste pas mettre bien comprendre ce que vous me dites. C'est-à-dire effectivement, le souci du conseil, c'est-à-dire la pérennité du projet. Il faut que le projet avance, là, etc. On en a besoin. C'est important pour la SAC et tout ça. Ensuite de ça, vous comprenez qu'il y a eu, il y a eu un règlement à un moment donné et que Mme Tremblay vous a dit j'aurais aimé avoir plus, mais somme toute, j'estime que c'est satisfaisant. oui, C'est vos paroles. Et ce que vous me dites, c'est que pour vous, vous n'avez pas eu d'autres informations parce que c'est confidentiel, mais là-dessus, peut-être que vous gardez une réserve oui. à savoir ce que c'est. Comme ça, moi, je l'ai compris, ou carrément l'ensemble du conseil était tenu, vous ne pouvez pas avoir plus d'informations. C'est votre témoignage, ça? Oui, absolument. Parfait. Parce que dans ça, c'est que c'est un groupe, hein, d'un Oui, tout à conseil fait. Je comprends. d'administration. Et si d'autres ont dans leur tête d'autres informations que moi, je n'ai pas pigées quand ça a été présenté, et que la discussion fait en sorte que c'est favorable, c'est le groupe qui prévaut. Et c'est pour ça que c'est important qu'on justement, on Oui. fait entendre les membres qui étaient là Absolument. du conseil d'administration pour justement voir, là, nous, on n'y était pas là. Donc, c'est pour ça qu'on a Absolument. besoin de vous. Parfait. Vous pouvez continuer maintenant. Je comprends par ailleurs que, confidentiel ou non, vous avez quand même entériné et accepté qu'on a de l'avant avec cette transaction-là qui avait été négociée par Mme Tremblay. Oui. Est-ce qu'on vous dit à ce moment-là l'ordre de coût excédentaire que ça impliquera? Ma souvenance, c'était des coûts importants. Du genre? À susciter un étonnement, mais Vous n'êtes pas capable de nous donner un ordre de grandeur? non, mais important. Important. Est-ce que vous vous rappelez que par la suite, il y a eu des avenants qui ont été conclus, qui impliquaient des dizaines et des dizaines de milliers de millions de dollars? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Oui, ça s'est passé peut-être en 2022, 2023, il y a eu trois avenants. Il y a eu 3 avenants, ça, si vous vous rappelez de ça? Oui. Et on vous l'expliquait à ce Oui. moment-là? Oh oui, il y avait des tableaux qui nous étaient présentés. Par qui? C'était présenté par qui? C'était présenté, à l'époque, c'était Denis Marcellet qui était le PDG, je pense. Oui, c'était en 2022. M. Marcellet arrive à ce moment-là. M. Marcellet est arrivé en janvier 2022. Et c'est en septembre à peu près 2022 que un avenant de 45 millions environ a été présenté. Puis après, il y en a eu 2 autres. C'était des tableaux. Sous ces tableaux-là, il y avait les motivations, les raisons pour lesquelles ces avenants étaient demandés, dont le premier là, de 45 millions, il y avait le renouvellement des licences SAP, si ma mémoire est fidèle. Est-ce que vous vous rappelez, Mme Champoupailly, qu'on vous ait indiqué à ce moment-là qu'on c'était au-dessus de 200 millions là, qu'on aurait à assumer et qu'on avait 2 choix, c'est-à-dire qu'on pouvait soit y aller par
par étapes, c'est-à-dire que par un premier avenant de temps, de millions, un autre selon les services où on en était rendu, ou qu'on avait l'option de faire un contrat qui englobait l'entièreté de ce qui restait à faire. Est-ce que vous vous rappelez qu'on vous a donné l'option entre ces deux façons de faire-là? Tout ce que je me souviens, c'est qu'il y avait... C'était il y en avait un qui était présenté. Moi, j'avais porté mon attention sur ce premier avenant de 45 millions pour savoir quelles étaient les raisons qui amenaient cette présentation-là. On nous avait parlé qu'il y avait un autre avenant qui pourrait venir, qui était, je pense, supérieur, 60 millions, 70 millions. Le troisième, je ne me souviens pas qu'on nous en ait parlé, mais toujours, c'est dans l'optique de la pérennité de l'organisation, puis de faire en sorte que tout ce qui a été investi jusqu'à maintenant dans la réalisation de ce projet puisse se réaliser. Mais ma question n'est pas sur le bien fondé de dépenser les sommes, mais plutôt sur la façon de le faire. Est-ce qu'on vous fait vous vous rappelez qu'on a fait une présentation aux membres du CA sur les différentes façons de faire, soit on le morcelle ou on y va en différentes étapes, ou on fait un contrat pour un montant global. Est-ce que ça, vous vous rappelez? Si vous en rappelez pas, vous nous dites que vous en rappelez pas. Je m'en rappelle pas parce que comme je vous dis, je suis une femme, je suis préoccupée par les sommes d'argent. Et quand est arrivé le 45 millions, peut-être c'est 44, c'est 46, je ne sais pas, mais dans ma tête, je me souviens de 45 millions. J'ai voulu trouver les raisons pour lesquelles, qui justifiaient ça. Le montant. Moi, ça va. Maintenant, je vais arriver sur la mise en service. En fait, le système SACLIC, en fait, a été déployé en février 2023. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Oui. Est-ce que vous vous rappelez si on est venu faire une présentation aux membres du CA pour déterminer à quel moment on allait le déployer? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Oui, je pense que ça a été fait peut-être 2 fois. Il y a une première fois, c'était prévu pour le mois de début janvier ou décembre. Puis il y en a une deuxième fois qu'ils sont venus parce que le déploiement a été repoussé de peut-être une période de 6 semaines ou quelque chose comme ça. Et ce report du déploiement était justifié par le fait que tous les tests n'étaient pas complétés. Je pense qu'il y en avait 80% ou quelque chose comme ça. En tout cas, si ma mémoire est fidèle. Et encore là, je vous dirais que j'ai eu une grande préoccupation à ce moment-là parce que quand on nous parlait, qu'on faisait ces tests, il arrivait des fois que, c'est arrivé à 1 ou 2 reprises qu'on nous a dit, bien, on a fait ce test-là, puis là, on s'est aperçu que ça remettait en cause tout ce qu'on avait fait au départ, puis là, on était obligé de tout corriger puis recommencer. Puis on poursuivait nos tests. Puis quand ils nous ont parlé de ce fameux 80 %, j'ai dit est-ce que c'est quand qu'on vous parle de ce 80 %-là? Ça va être en décembre. En décembre. Mais quand on arrive, parce qu'on va vous proposer de le faire en février, puis c'est effectivement ce qui sera fait, à ce moment-là, est-ce qu'on vous dit que 100 % des tests sont faits? Ça, je ne me souviens pas de ça. Vous vous rappelez pas? Je ne me rappelle pas de ça. Puis je me souviens que c'était pour moi une vive préoccupation. Puis j'avais posé la question, est-ce que le 20 % qui reste, est-ce que vous êtes sûr que ça ne reviendra pas faire démanteler tout ce qu'on avait fait? Puis on vous répond quoi? On m'a répondu qu'ils en étaient sûrs. Ils étaient certains. Donc, c'est M. Malenfant qui m'a c'est M. Malenfant qui m'a répondu ça. OK, il vous a répondu. Est-ce que... Je reviens. Est-ce que votre question est de savoir est-ce que le 20 % manquant précédemment a été complété pour qu'on puisse déployer ou il vous répond que
le 20 qui manque à faire n'aura pas d'impact sur le déploiement. Lequel Non, des deux réponses que c'est pas ni l'une ni l'autre. Ni l'une ni l'autre. Allez-y. Le 20 qui reste, il est sûr que ça ne mettra pas en cause tout. Ça reviendra pas, ça ne fera pas en sorte qu'on revienne au départ, puis ça a un impact sur ce qu'on a fait au départ, comme les autres tests avaient eu comme conséquence, certains autres tests, de redéballer le projet, puis de refaire tout un test d'assurance à l'ensemble du projet. Est-ce qu'on vous assure qu'on est prêt au déploiement pour éviter des problématiques? Parce que maintenant, La confiance y était. La confiance y était. C'est pas la confiance que je vous demande. Qu'est-ce qu'on vous répond? C'est-à-dire que quand on vous demande, quand on vous dit on est prêt, on déploie en février 2023, quelles sont vos questions et quelles sont les réponses pour s'assurer que ça se passe bien? Sur ce plan-là, je me suis d'abord posé des questions sur disons, comment on avait préparé. Est-ce qu'on avait fait des tests auprès de la clientèle pour savoir s'ils étaient capables sur le plan, parce qu'une partie des bénéfices qu'on escomptait était reliée au fait que ça serait dorénavant sur Internet. Est-ce qu'on avait fait des tests pour s'assurer que la clientèle était suffisamment, disons, familière avec toute l'informatique pour pouvoir faire ces traitements-là? Et ma question n'est pas celle-là. Ma question, c'est pas de savoir si l'utilisateur sera capable d'utiliser le système. Ma question, elle est, est-ce qu'on vous confirme, dans la mesure où vous posez la question, est-ce qu'on vous confirme qu'en février 2023, le déploiement se fera correctement, sans qu'il y ait les déboires qu'on ait connus? Est-ce qu'on vous fait cette assurance-là quand on vous demande le go pour aller... Oui. Je vous répondrai que j'en ai décodé qu'il y avait cette assurance. Alors, vous avez décodé qu'il n'y aurait pas de problème, que ça se passerait relativement bien. Ça se passerait relativement bien. Est-ce que vous vous rappelez que dans les rencontres qui se situent autour de l'automne 2022, je ne sais pas si vous avez entendu M. Geoffrion qui est venu témoigner hier dans la journée, M. Geoffrion est venu témoigner à l'effet que il avait une très grande réserve sur le fait de déployer. Il jugeait qu'on n'était pas prêt. Est-ce que vous vous rappelez qu'il a fait des interventions au CA en lien avec cette préoccupation-là? Il en a fait. Il a dû franc parler, là. Il a dû en faire. Est-ce que vous en rappelez, en fait? Je ne vous demande pas s'il a dû en faire. Est-ce que vous rappelez que M. Geoffrion ait fait des interventions de ce type-là? On est à l'automne 2022. Oui. Assurément, je sais que aussi ces interventions-là étaient faites lorsque Carole Malenfant participait à titre d'invité au conseil d'administration, que les réponses qu'il donnait étaient rassurantes sur ce plan-là. C'est qu'est-ce que je me souviens. Et au moment où on déploie en février 2023, est-ce que c'est à votre connaissance que M. Geoffrion a quitté le CA? Il n'était plus au CA depuis décembre qui a précédé. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Oui, il n'était plus au CA depuis décembre. Voilà. Finalement, il me reste simplement un sujet à couvrir avec vous. Est-ce que vous vous rappelez, est-ce que c'est à votre connaissance qu'il y avait des vérificateurs internes pour venir suivre le projet CASA? Oui, il y avait le Daniel Pelletier, qui était le vérificateur interne de l'organisation. Lorsque j'ai siégé au comité de vérification et de performance, il venait faire des présentations à ce comité-là. Et je me souviens qu'il rendait compte peut-être 2 fois par année ou 3 fois, 2 fois, à ce comité-là sur l'exécution de ses mandats. Il vous disait quoi?
Moi, j'ai quitté ce comité-là en 2022, si ma mémoire est fidèle, en septembre 2022. Il nous disait, à l'époque, Et suit ça depuis bien avant, là. Je comprends Oui, que oui. depuis oui, le mais début. les rapports, moi, auxquels j'ai assisté de la part de monsieur Pelletier étaient des rapports. Est-ce qu'ils étaient vert, vert, vert? Est-ce qu'il y avait un peu de jaune? Je dirais qu'ils étaient plutôt verts. Plutôt. Ce que l'auditeur interne, c'était plutôt vert. Jusqu'au moment où j'ai quitté. Et Vous avez quitté après, quand déjà? moi, si ma mémoire est fidèle, en septembre 2022. 2022. Donc, Puis, ce que vous nous dites, c'est que l'auditeur interne disait que l'exécution du projet se passait bien. Ce que je me rappelle, c'est ça. Par ailleurs, je sais qu'en 2023, et je n'étais plus là, mais il y a eu des préoccupations plutôt vives qui ont pu être soulignées par le vérificateur interne et qui a amené M. Marcelet à demander à PwC, si ma mémoire est fidèle, une étude pour savoir là, est-ce que nous avions eu tout ce qui fait de la bonne information pour en regard du déroulement du projet. Quand vous dites des préoccupations plutôt vives, c'était quoi? Peut-être c'est sur... ça peut être tout autant sur... Est-ce que vous en rappelez, en fait? Je ne vous demande pas de chercher une réponse, là. Je vous demande simplement de mémoire, vous. De mémoire, là. non. Vous vous rappelez pas? Vous vous rappelez Non. qu'il y avait des préoccupations, mais Oui. vous vous rappelez pas c'était lesquelles? Mais elles avaient été à l'origine d'un contrat qui avait été demandé à PwC pour regarder la problématique dans son ensemble. Et PwC, est-ce que vous avez vu le résultat de cette analyse-là? Et c'était quoi? PwC, dans l'ensemble, il énonçait ses préoccupations, mais il disait que on avait les ressources nécessaires pour le faire. Ça va. Vous avez une grande carrière en gouvernance. Vous assistez à plusieurs CA là, dans le cadre de dans votre carrière. Je présume, est-ce que vous connaissez l'existence de la loi sur la gouvernance des sociétés d'État? Oui. Vous connaissez l'existence de cette loi-là? Est-ce que vous en avez déjà pris connaissance là, de cette loi-là? Oui, plus particulièrement sur le volet gouvernance, là, la composition des conseils, oui. Et puis, est-ce que vous êtes familière avec le contenu, en fait, qui établit que légalement le rôle des administrateurs d'un conseil d'administration? Est-ce que vous êtes familière avec ce qui est prévu à cette loi-là? Absolument. Est-ce que c'est à votre connaissance que les membres d'un conseil d'administration, ce qui inclut le CA de la SAC, est imputable des décisions qu'il prend à l'égard du gouvernement? Est-ce que c'est à votre connaissance, ça? Oh oui. Oh oui, c'est Et c'est aussi la raison pour laquelle je voulais me joindre à un conseil d'administration d'une société d'État. C'est qu'on a une responsabilité face à nos concitoyens. Pour moi, c'est important. Puis, vous êtes d'accord avec moi que ça comprend également vous êtes imputable au sein d'un CA des dépassements de coûts qui peut découler d'un contrat? Je suis imputable d'assurer... Et membre du CA? En tant que membre de CA, je suis imputable d'assurer la pérennité de l'organisation pour laquelle je travaille au meilleur coût possible. Et est-ce que vous savez de qui relève la SAC? De la ministre des Transports ou du ministre des Transports.
Est-ce que vous savez s'il y a des redditions de comptes qui sont faites par le CA directement auprès du ou de la ministre? Je sais que la direction générale, la présidence direction générale avait des rencontres avec le ou la ministre des Transports. Peut-être que dans le cas de la présidence de M. Sioui, celui-ci nous exprimait souvent sa déception de ne pas avoir rencontré la ministre à ce moment-là. Pour lui, c'est important de pouvoir, disons, échanger sur les préoccupations du conseil d'administration, puis ses préoccupations, connaître aussi ses préoccupations, mais il exprimait souvent sa déception et la raison, c'était que l'agenda était trop occupé. Ça compléterait mes questions pour Mme Champoupailly. Est-ce qu'il y a des questions des partis? Oui, M. Gagnon. Alors, vous allez, M. Gagnon, qui représente la SAC. Mme Champoupailly va vous poser certaines questions. J'aurai peut-être, en terminant, quelques questions pour vous. Bonjour. Bonjour. J'ai quelques questions pour vous, effectivement. Là. J'aimerais revenir sur votre parcours impressionnant en matière de gouvernance. Vous avez siégé sur plusieurs conseils d'administration là, à tout niveau, là, autant au privé qu'au public. C'est exact? Oui. Okay. Est-ce que j'ai raison de dire que la clé d'une bonne relation entre un CA et la direction générale, c'est une définition claire des rôles respectifs? Oui. La clé, c'est ça. La clé, c'est ça? La clé, c'est aussi la confiance qui existe entre les deux parties. Je comprends. Et est-ce que j'ai raison d'affirmer que le CA a une fonction de vision et de supervision de la direction générale? C'est ce qu'on apprend, puis c'est qu'est-ce qui est écrit. Exactement, je vous Oui. cite. Et est-ce que j'ai également raison de dire que la direction générale doit réaliser les objectifs stratégiques? Oui. Parfait. Autrement dit, le CA ne doit pas s'immiscer à outrance dans les opérations de la direction générale. Oui. Au début, j'ai mentionné que j'avais aussi une maîtrise en muséologie, puis je faisais des visites de musées avec les enfants, puis je leur disais, vous regardez, ne touchez pas. C'est la même chose pour un membre de conseil d'administration, c'est vous regardez, puis vous ne touchez pas. C'est un bel exemple. Alors, est-ce que j'ai raison de dire qu'il n'est absolument pas du rôle d'un administrateur de lire chacune des pages d'un cahier de charges ou d'un appel d'offres alors que l'équipe interne a déjà fait tout ce travail rigoureux-là? Absolument, c'est la confiance qu'un membre du conseil aussi s'attend de la part de l'équipe de direction. Je comprends. Vous aviez été également membre du comité de vérification, on l'a survolé grandement avec Maître Tremblay. Donc, simplement pour résumer ma compréhension, c'est exact qu'un suivi rigoureux sur le projet CASA est effectué par l'audit interne au comité de vérification. Absolument. OK. Et ce suivi rigoureux-là comportait un volet sur la gestion des risques du projet CASA. Oh oui, absolument. J'ai enseigné la gestion de risque et ce qui était unique à la SAQ à ce moment-là, en 2017, c'était la gestion intégrée des risques. On ne voyait pas les risques, juste les risques financiers, les risques opérationnels, les risques de réputation. On voyait ça comme ayant... chacun pouvait avoir... il y avait une interaction entre chacun de ces risques-là. Et l'équipe qui était responsable de la gestion des risques à la SAQ avait une très belle expérience en ce sens. La SAC voulait une vision 360 degrés de ce Absolument. projet. Parfait. Vous avez parlé tout à l'heure de PwC. C'est une firme qui avait été mandatée en quelle année déjà? PwC, c'est-tu 2000... C'est 2022. 2022. Oui.
Puis vous avez parlé que c'était M. Marcelet qui avait décidé de Oui, mandater cette Oui, firme-là. oui. Ça faisait à peu près 9 mois qu'il était en opération. Là. Ça faisait pas très longtemps. Oui. Est-ce que j'ai raison de dire que la SAC a mandaté PwC suivant les éléments soulevés par l'audit interne? Oui, je pense que oui. C'est à peu près ce que j'ai témoigné, là, je pense. Oui. Dans le fond, la SAC voulait faire la lumière sur ce que soulevait M. Pelletier. Oui. Mais, disons, pour moi, c'est vrai ce que j'appuie ce que vous dites, mais les éléments, par exemple, je m'en souviens pas ou je m'en rappelle pas. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous vous souvenez d'une présentation à un conseil d'administration spécial en janvier 2023? Je vais vous donner la date exacte, le 23 janvier 2023. Juste un peu avant le déploiement. Il y a eu tellement de conseils d'administration, mais J'ai essayé de vous de rafraîchir la celui-là, mémoire. dites-moi le contenu. Le point intéressant, c'est une présentation détaillée où l'Alliance, là, LGS, IBM, on les nomme comme ça, mais l'Alliance, par les représentants attitrés au projet dans un document, ont confirmé que les résultats des tests permettaient le déclenchement et le déploiement du projet CASA. Oui, parce que moi, ce que j'ai retenu, c'est que on était justifié, compte tenu de l'information que nous avions, que le lancement avait de bonnes chances de réussir. Je comprends. Vous parliez tout à l'heure de votre souci d'assurer qu'il y ait une certaine relève dans la main-d'œuvre là, à la SAC via l'Alliance. Là, vous parliez de jumelage. Est-ce que c'est l'expression two in a box? Est-ce que ça vous dit quelque chose, cette expression-là? Oui, oui. Pouvez-vous m'expliquer votre Ben, compréhension? c'était qu'ils jumelaient toujours un personnel de l'Alliance avec sur un élément en particulier, de manière à s'assurer que lorsque c'était complété, il y avait ce passage de l'un à l'autre, qu'à l'interne, on pouvait dorénavant se débrouiller seul sans l'Alliance. Je comprends. J'aimerais Madame la greffière adjointe, qu'on exhibe la pièce 14P13, c'est le CT de 2015. Vous allez voir à votre écran s'afficher un document. Vous vous souvenez, là, ce matin, Maître Tremblay, vous posez des questions sur ce document-là. Est-ce que j'ai raison d'affirmer qu'avant aujourd'hui, vous n'aviez jamais, mais jamais vu ce document-là de votre vie? Attendez un peu, là. C'était la première fois que vous voyez le document? Ce que je regarde, c'est un CT général. C'est pas un rapport. Je dirais pas. Non, c'est une décision du Conseil du Trésor. Par définition, c'est confidentiel. Je vais vous aider un peu, là. Ça, je peux pas dire que je l'ai vu, là. C'est absolument pas. Parfait. Est-ce que, donc, on se situe en 2015, là, je vous demande de faire un gros effort de mémoire, là, Madame Champoux, mais est-ce que vous vous souvenez d'une présentation au Conseil d'administration du 18 février 2015, dans laquelle il y avait une présentation. Ah, ça ne sera plus à l'écran, là. C'est moi qui vous regarde, là. Il y avait une présentation qui avait été effectuée à l'effet que le montant du projet CASA, l'investissement total, là, ne pouvait être connu qu'une fois le processus d'appel d'offres lancé. Ce matin, on a vu qu'il y avait un document qui m'a été déposé du conseil d'administration, là, où on énonçait 200 millions. Ça, c'est ce document-ci, en fait. Le 200 millions était compris dans le CT du Conseil du Trésor d'avril 2015. OK. Moi, je vous demande de faire un autre exercice, là, pas ce qui était mentionné dans le document du Conseil du Trésor, mais vraiment ce qui vous était présenté au Conseil d'administration en février 2015, donc même avant le document qu'on vous a exhibé. Là. Est-ce que c'est de votre souvenir qu'on vous mentionnait lors du conseil d'administration que le montant total de l'investissement, on pourrait le savoir uniquement une fois que le processus d'appel d'offres était lancé? Je pense que oui. Parce que c'était initialement, là, on était au tout départ. Donc, c'était une approximation qui était avancée. Et
c'était pas une affirmation que c'était pour coûter ça. Je comprends. Je vous remercie beaucoup, Mme Champoux. Merci. Merci, M. Gagnon. Bon. Maintenant, moi, je vais en profiter parce que vous êtes là. Vous êtes, je ne suis pas déclaré experte, mais votre CV parle. Votre CV parle, M. Gagnon en a fait état également. Alors, je suis dans la loi sur la gouvernance des sociétés d'État. Vous connaissez bien, vous avez répondu autant à Maître Tremblay qu'à Maître Gagnon là-dessus. Et, comme on disait, il y a le partage des rôles entre le conseil d'administration puis ce que j'appelle la branche exécutive, là, la PDG, les VP, etc., donc l'organe exécutif. Mais vous avez des grosses responsabilités. Conseil 14. Le conseil d'administration établit les orientations stratégiques de la société, s'assure de leur mise en application et s'enquiert de toute question qui est jugée importante. Le conseil est imputable des décisions de la société auprès du gouvernement et le président du conseil est chargé d'en répondre auprès du ministre. Jusque-là, c'est clair là, pour vous. 15, ensuite de ça, c'est toutes les obligations et tout ce qui est votre carré de sable. Là, je vais en faire, je vais vous en faire grâce. Mais je vois 17. Le conseil d'administration doit évaluer l'intégrité des contrôles internes, des contrôles de la divulgation de l'information, ainsi que des systèmes d'information, approuver une politique de divulgation financière, etc. Moi, je ne suis pas tant là-dedans. Vous savez, commission d'enquête, on est dans une phase factuelle. Faire des recommandations au gouvernement, là. Je dois savoir ce qui s'est passé. Trop tôt encore pour avoir un portrait. Puis chacune d'entre vous est important dans ce casse-tête-là, etc. Cette semaine, on s'attarde. La commission s'attarde. On a entendu un premier président, on a entendu hier votre collègue qui était membre et qui était également président d'un des comités, vous également, votre éclairage aujourd'hui. Je ne vous ferai pas revenir dans la phase recommandation, mais est-ce que vous pensez, puis c'est le forum l'approprié, là, qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer effectivement? On vous donne de grandes responsabilités, mais peut-être que vous n'avez pas d'outils, ou il vous manque peut-être des outils pour votre responsabilité. Tu sais, vous me l'avez dit, puis je pense que M. Geoffrion me l'a dit hier, c'est un acte de foi. Hein? Moi, on m'apporte ça, puis je regarde ça, puis je ne suis pas de professionnel de ça. Il y a des gens plus connaissant d'un domaine que moi, puis j'y vais, puis j'approuve de grosses dépenses, là, vous l'avez dit, puis ce qui est important au bout de la ligne, ça donne des battements de c'est cœur. parce qu'on est fiduciaire de cet argent-là. Là. Moi, il ne m'appartient pas cet argent-là, puis ne vous appartient pas non plus. Là, OK? On s'entend, donc on est fiduciaire. Alors peut-être là, ça serait peut-être le moment de nous dire, effectivement, avec votre expérience, qu'est-ce que vous auriez pu faire de plus? Peut-être que la réponse c'est non avec les outils parce qu'on n'en avait pas. Mais qu'est-ce que je pourrais dire au commissaire Galland qui pourrait faire en sorte que, bon, je me mette à réfléchir, puis ensuite de ça, faire des recommandations au gouvernement, justement, pour améliorer, peut-être, pas le sort, là, c'est un mauvais mot, mais rendre plus facile le travail de vérification que vous avez à faire là, au niveau du CA. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je vous emmène, là. Je pense que toute cette connaissance d'information plus précise, le conseil d'administration a de l'information générale, puis les comités regardent avec leurs yeux d'une manière plus précise l'information qu'il leur est transmise, puis après ça remonte. Mais au niveau de chacun des comités, c'est en silo. Il y a le comité des finances qui regarde les finances, le comité des technologies. C'est que la loi prévoit. Là. Oui, mais il n'y a pas de forum de. Mais c'est-à-dire, le forum est au niveau du conseil d'administration. Puis c'est pour ça qu'on a privilégié la création d'un CTI-CVP pour faire en sorte que ce grand projet puisse être regardé tout autant avec des lunettes financières que des lunettes d'experts en technologie. Est-ce que, puis chacun regardait ses risques, hein? Les finances, il regardait avec le volet financier, etc. Est-ce que
dans la formation des comités, puis ça, on a essayé de le régler avec le nouveau comité qui a été créé cette année, qui est le comité des projets majeurs. Dans ce comité-là, des projets majeurs, on a la modernisation là, des systèmes informatiques. Il y a tout ce qui a trait à l'optimisation des espaces de la société, là, tout son building, puis la location des espaces, puis tout ça. Il y a aussi la banque de photos que on a un projet pour vérifier les photos qu'on a sur nos permis de conduire, c'est-tu la bonne, puis il y a un système informatique à faire dans ça. On a créé un comité spécial pour regarder ces projets d'envergure qui sont complexes et qui requièrent, disons, de regarder les risques d'une manière globale, comme on a parlé tantôt. Et ce comité-là est formé pas juste d'experts en finance, là, comme le comité de vérification, lui, il retrouve principalement des CPA qui vont se retrouver sur ce comité-là. Moi, je faisais un peu bande à part parce que on venait chercher chez moi ma connaissance en gestion de risque quand j'étais là, mais aussi, et on venait chercher chez moi tout ce qui a trait de ma connaissance du développement durable, tout ça, ça amenait une autre dimension à l'exercice. Mais il faut qu'il y ait un comité qui regroupe peut-être des personnes avec des formations différentes, et c'est ça qu'on a fait dans le comité des projets majeurs. On trouve une personne qui provient du comité des finances, une personne qui provient du comité de gouvernance, une personne qui provient des comités de technologie, et avec un ou deux experts dans les projets majeurs. Comment on fait ça? Donc, c'est un regard 360 qui s'opère au niveau du comité même avant que ça arrive au conseil d'administration. Alors, pour moi, on doit réfléchir aussi sur le travail peut-être en silo des comités, comment la structure est faite, pour penser peut-être à avoir un regard plus 360 sur des problématiques. Et également, peut-être, effectivement, d'enlever peut-être une perception qu'un CA est peut-être composé, puis excusez-moi, c'est très pas péjoratif du tout, là, mais des fois, les mauvais angles vont dire, des fois, on a des plantes vertes là-dessus. On a des gens qui sont là pour collecter les jetons de présence, etc. On l'entend, ça, et tout ça, etc. Et je relance ma question, puis là, je vous la pose à chaud. Peut-être vous la transmettrez à votre avocat, puis qu'il pourra la transmettre à la commission, mais selon votre expérience, vous avez une idée justement pour accroître le rôle du CA dans sa fonction de, en guillemets, de chien de garde, si on veut, parce que vous êtes imputable au bout de la ligne. Moi, je referme la parenthèse, mais effectivement, puis c'est à vous, je voulais l'adresser parce que, en raison de votre expérience, puis etc. Puis comme je dis, si jamais c'est à chaud, là, puis c'est public, mais on prend tout, nous, là. On va faire des recommandations, puis si c'est ça, comme on dit, moi, tout ce que je peux faire, c'est recommander. Ensuite de ça, c'est le Parlement qui décide s'il modifie une loi, quoi que ce soit. Mais des fois, ça peut être intéressant. Bien, vous me lancez la balle. Je vous lance l'invitation. Bien. Alors, je le ferai. Je vais y réfléchir parce que je fais beaucoup de vigie. À chaque matin, je me lève à 5 heures, puis je regarde tout ce qui est publié en gouvernance au Québec, au Canada, puis aux États-Unis. Et pour moi aussi, de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, oui, c'est important. Alors, je me permettrai d'avoir ce devoir en juin et juillet, de manière à pouvoir vous aider avant que vous remettiez votre rapport. Il me fera plaisir de vous faire parvenir un document. Passez par votre avocat, puis les avocats de la SAC vont nous faire plaisir de nous transmettre ça. Je vous remercie de m'avoir permis de partager mon expérience auprès de la SAC, parce que pour moi, cette expérience-là, elle a été
fait parce que je croyais à la valeur unique je crois à la valeur unique de la société, mais je crois au devoir des administrateurs au sein des sociétés d'État. Pour moi, on a un rôle fondamental à jouer et c'est pour ça que je vais travailler pour vous soumettre à votre regard mes observations. On va vous lire avec plaisir. Un gros merci. Merci Bon retour. beaucoup. Merci. Alors, je vais décréter une pause de quinzaine de minutes. Donc, à moins qu'on me dise, voulez-vous avoir jusqu'à 1h30, là, le temps de vous préparer? Bon, je reviens dans 15 minutes. Veuillez vous lever. Pause de 15 minutes.